Bonsoir à tous. Dans cette nouvelle édition d'À la Source, nous reviendrons sur la nomination du nouveau patriarche des Chaldéens, Monseigneur Louis Sako. Nous évoquerons aussi la situation des chrétiens en Syrie, la rencontre des étudiants à Lille et bien sûr nous ferons le point sur l'avancée des débats à l'Assemblée autour de l'union des personnes de même sexe. À la fin de ce journal, notre dossier portera sur les plans sociaux qui font plonger les courbes du chômage en France. Pour en parler, notre invité, Philippe Louis, président de la CFTC, bonsoir. Bonsoir. Et Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin. Bonsoir. Bonsoir. On commence par l'actualité internationale. L'archevêque irakien de Kirkouk, Monseigneur Louis Sako, vient d'être élu patriarche de Babylone des Chaldéens ce vendredi 1er février. Il succède à Emmanuel III d'Élie, qui a démissionné en décembre à 85 ans. Les 15 évêques de l'église chaldéenne étaient réunis en synode à Rome et ils ont choisi ce prêtre que l'on a souvent vu en France. Un homme qui s'était fait notamment remarquer comme un grand défenseur de son peuple face aux violences islamistes en 2003 lors de la guerre d'Irak. Retour sur l'homme et les défis de cette église qui entre dans une nouvelle ère avec Sybille Delettre. Voici donc le nouveau visage de l'église chaldéenne, Monseigneur Louis Sako, 64 ans. Il était jusqu'à présent archevêque de Kirkouk, dans le nord de l'Irak. Une grande nouvelle pour toute la communauté chaldéenne après la démission du cardinal d'Élie en décembre dernier pour raison d'âge. Connaissant la personne avec ses capacités, son caractère décidé, son amour pour l'église, son attachement, sa sincérité, il me semble que c'est providentiel que le bon Dieu nous a envoyé un patriarche de ce calibre. Un nouveau souffle pour l'église chaldéenne, la guerre et les attentats qui secouent l'Irak depuis 10 ans ont poussé une majeure partie des Chaldéens à quitter le pays. Aujourd'hui, seuls 200 000 fidèles vivent encore sur place, alors qu'ils étaient plus de 500 000 il y a 10 ans. C'est un homme qui a vraiment l'intelligence de réfléchir à la présence chrétienne dans la société irakienne aujourd'hui. Son premier défi sera de donner aux chrétiens d'Irak, je dirais au-delà même de l'église chaldéenne, parce qu'il y a aussi des chrétiens syriaques, il y a des chrétiens latins, il y a des chrétiens arméniens, etc., de donner aux chrétiens d'Irak la confiance dans leur avenir et des raisons de rester sur place. Après avoir reçu sa communion ecclésiastique, Monseigneur Sako a rencontré le pape lundi dernier avant de retourner en Irak. En Syrie, la guerre continue et la situation de nos frères chrétiens demeure critique. Une soirée de prière a été organisée hier à Paris. Le père Ziad Hilal, un jésuite curé à Homs depuis plus de 3 ans, a fait le choix de rester sur place malgré les risques. Il témoignait lors de cette soirée et il a accepté de donner des nouvelles fraîches à Olivier de Kerenfleck sur ce qu'endurent ses paroissiens. La situation est dure, surtout par exemple à Alep. Et je pense au Monseigneur Antoine Odo, un jésuite, l'évêque chaldéen de la Syrie. Il a dit clairement que l'Europe a laissé tomber les chrétiens. Et je pense qu'il y a de la vérité dans ce qu'il vient de dire. On attend que le monde entier, ça veut dire aussi l'Europe, qu'elle intervient d'une manière pacifique dans notre pays, la Syrie, pour encourager plutôt le dialogue ou la réconciliation, au lieu de laisser les armes qui entrent à gauche et à droite dans le pays, surtout dans le nord du pays, ça veut dire à Alep, où il y a aujourd'hui, c'est le chaos à Alep. Le père Ziad Hilal que l'on retrouvera dans le magazine Église du Monde, mercredi 20 février à 21h45 sur KTO. La Colombie fait encore parler d'elle dans le registre des homicides. 3 prêtres viennent d'être assassinés en 15 jours. Erreur de cible pour le premier, victime collatérale d'un cambriolage ayant mal tourné pour le second, ce serait donc un hasard d'après la police locale. En revanche, pour le troisième, le doute est impossible. On l'a retrouvé dans son lit, mort avec des traces de torture. Il semble que ces 3 morts soient liés aux pourparlers de paix entre le gouvernement et les FARC. Paix qui semble en déranger certains. Autre actualité dramatique, celle de la pédophilie aux États-Unis. Monseigneur José Gomez, archevêque de Los Angeles, vient de suspendre de toutes ses responsabilités publiques son prédécesseur, le cardinal Mahony, pour sa mauvaise gestion des crimes commis dans le diocèse. Ce cardinal que l'on voit ici en photo était d'ailleurs une figure bien connue de l'Église nord-américaine. Un coup de tonnerre qui éclate 3 ans après l'arrivée de Monseigneur Gomez, le temps pour lui de prendre connaissance de tous les dossiers.
Au Vatican, le nouveau promoteur de justice de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le père Robert Oliver, vient de confirmer qu'il reste bien sur la ligne de son prédécesseur, une ligne intransigeante. Retour en France, samedi dernier, ils étaient 80 000 personnes, selon la police, à se mobiliser dans près de 80 villes de France contre la dénaturation du mariage. Petit tour d'horizon de ces manifestations locales, dont certaines furent improvisées. À Rennes, pas de crachin breton ce jour-là, mais pas moins de 5000 personnes à réaffirmer leur opposition au projet de loi autorisant le mariage aux couples de même sexe. On a l'impression que le mariage, c'est juste le fait de reconnaître l'amour de deux personnes. Si c'était que ça, tout le monde serait pour, je voterais pour cette loi. Arrêtons les bobards. Derrière cette loi, il y aura automatiquement la PMA et la GPA. Dans les Hauts-de-Seine, sur l'esplanade de la Défense, près de 10 000 personnes ont répondu présents à ce rendez-vous lancé 4 jours plus tôt. Représentants d'associations et élus se sont là aussi exprimés. D'habitude, le samedi après-midi, on est dans nos mairies, nous les maires, à célébrer des mariages. Donc aujourd'hui, notre institution du mariage étant menacée, il me paraissait essentiel d'être présent au milieu de tous nos concitoyens. Des concitoyens qui, pour certains comme Yacine, ont tout juste rejoint le mouvement. C'est la première fois que je viens. Et je ne savais pas qu'il y avait une manifestation. Un enfant, il a le droit d'avoir une mère et un père. Donc voilà. À l'appel du collectif La Manif pour tous, une nouvelle manifestation nationale a été annoncée. Elle doit avoir lieu le 24 mars prochain. Le 24 mars, et cela ne vous a pas échappé, est aussi le jour des rameaux, ce qui va compliquer la vie de bon nombre de catholiques. En tout cas, Frigide Barjot espère que ce rassemblement sera plus important que celui du 13 janvier dernier. Il faut influencer les sénateurs, influencer le président de la République et faire vaciller le gouvernement qui aujourd'hui est quand même très incohérent et qui lui-même nous fait comprendre que l'ouverture de cette adoption plénière aux personnes de même sexe conduit irrémédiablement à la fabrication d'enfants par la PMA et par la gestation pour autrui, c'est-à-dire par non pas les mères, mais vraiment les ventres porteurs. Et puis mettre les gens dans la rue parce que c'est le seul moyen que le président de la République nous entende. Du côté de l'Assemblée, le marathon se poursuit, jour et nuit, avec une séance qui a duré plus de 22 heures d'affilée entre samedi et dimanche. L'air de rien, entre bons mots, diatribes et piques personnelles, dans la nuit suivante, alors que 55% des camps français sont contre, l'adoption plénière par les couples de même sexe a été votée. En français, cela veut dire que des enfants seront légalement reconnus comme étant nés de 2 hommes ou de 2 femmes. Il n'y aura pas non plus de clause de conscience pour les mères, une liberté reconnue un temps par François Hollande en novembre dernier. La gauche a définitivement enterré ce week-end la possibilité légale pour les mères de refuser de célébrer un mariage. En réponse, un sondage affirme que 61% des mères demandent de suspendre l'examen du projet de loi pour laisser le temps au débat. Les explications de Franck Meyer, maire de Sotteville-sous-le-Val et porte-parole du collectif qui rassemble 20 000 maires et adjoints. Le sondage réalisé par l'intermédiaire de l'IFOP et pour le compte du collectif des maires pour l'enfance montre un grand enseignement. Il montre tout d'abord que les maires demandent la suspension du projet de loi et le collectif des maires pour l'enfance particulièrement demande le retrait afin que soient organisés des états généraux sur le mariage, la famille et la filiation. Quand on a 61% des maires qui demandent ce retrait, eh bien je crois que ça devrait interpeller le gouvernement. La réflexion elle est agitée, elle divise les Français. Nous sommes à un moment où notre pays a besoin plus que jamais de cohésion et de rassemblement, et je pense que le président s'honorerait à prendre ce besoin-là en considération. C'est en tout cas le sens de l'appel des maires. Au cours de ces derniers jours, une voix s'est fait entendre des bancs de la gauche, celle de Bruno Nestor Azero, député maire en Martinique, qui a déclaré « C'est parce que je suis de gauche que je ne voterai pas ce texte ». Il explique à Gabriel Leclerc ce qui se passe en ce moment dans l'hémicycle et n'hésite pas à parler des consignes de vote du PS. Je suis un homme libre et je l'ai dit d'ailleurs, et je veux demeurer un homme libre, même si je suis porté par des responsabilités nationales. C'est le terrain qui nourrit la réflexion législative. Donc je ne peux pas être en cohérence avec mon électorat. C'est lui qui me donne pouvoir, c'est lui qui me donne quitus, c'est lui qui m'a porté aux responsabilités. Et c'est en faisant avec les gens que j'ai tenu de tels propos à la tribune de l'Assemblée nationale. Alors, au milieu de ces débats qui agitent la société, comment vivre en chrétien quand on est jeune et dans une grande école ? À Lille, le week-end dernier, la rencontre nationale de ces étudiants a réuni plus de 1000 participants venus de la France entière.
Un signe de la vitalité et, d'après les étudiants sur place, de la légitimité des aumôneries catholiques présentes dans ces institutions. On écoute Cyprien, étudiant en 2e année et vice-président de l'aumônerie de Liessègue, une école de commerce parisienne. Il répond à Coraline Salvoche. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec le débat du mariage homosexuel, l'Église est assez malmenée. Et donc là, dans le contexte actuel, c'est important de se réunir, de se rassembler, de montrer qu'on est au-delà des coups qu'on se prend, on est ensemble, on est content d'être là, on est fiers de notre foi et on aime bien, on a envie de porter et de montrer cette foi au monde entier. Voilà. Notre mission, c'est pas de convertir tout le campus, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Mais vraiment, on a un message à porter, c'est l'amour du Christ. Et donc, par les actions qu'on va faire, des conférences, etc., on va pouvoir ouvrir des cœurs qui sont peut-être un peu fermés, qui vont être un peu rebutés par la religion, et leur montrer que non, c'est pas forcément ce qu'ils croient, c'est aussi beaucoup de belles choses. Saint-Yves est à l'honneur cette semaine. Saint patron de la Bretagne, il est aussi celui des juristes et des avocats. Monseigneur Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, vient de créer le Fonds Saint-Yves, sous le parrainage de Jacques Barrot, membre du Conseil constitutionnel, du doyen de la Faculté de droit canonique de Paris et de l'archevêque de Rennes. En plus de faire vivre l'héritage spirituel du Saint breton, ce fonds vise à améliorer le fonctionnement de la justice et à aider les justiciables en difficulté. Monseigneur Moutel prend le temps de nous l'expliquer. Saint-Yves, il a étudié le droit et puis il aime les gens. Alors quand il revient comme official, comme juge à Tréguier, eh bien il reçoit les gens qui ont un litige entre eux. Et sa passion, parce qu'il aime les gens, c'est de les aider à défaire leurs litiges, à déconstruire les montagnes de reproches qu'ils se sont faits. Et la plupart du temps, 2 fois sur 3, il évite le procès. Et il amène les gens, il conduit les gens à s'entendre et à se réconcilier. Alors c'est un grand message pour aujourd'hui. Pas de justice sans paix, pas de justice sans équité. C'est le message de Saint-Yves que ce fonds Saint-Yves veut mettre à disposition modestement, et c'est servir la justice et la vérité, donc mettre à disposition des moyens, des formations, des journées d'études, des bourses pour des étudiants, pour que cette dimension de l'éthique, de la concorde et de la paix, de la recherche de la paix soit présente. Le week-end dernier, les crêpes ont sauté dans les cuisines pour la fête de la lumière. À Marseille, c'est un rendez-vous traditionnel. Les Marseillais se sont levés aux aurores pour accueillir la Vierge venue par la mer. Il fallait même pousser des coudes pour obtenir un des cierges bénis de couleur verte. Et à Libourne, en Gironde, des jeunes se sont retrouvés pour faire la fête et annoncer la bonne nouvelle. Soucieux de réinvestir les fêtes chrétiennes eux aussi, les fidèles de la paroisse Saint-François d'Assise, à Louvain-la-Neuve en Belgique, se sont retrouvés mercredi soir. Aujourd'hui, c'est important le témoignage. Alors, les étudiants qui sont ici à la paroisse des universitaires sont témoins auprès d'autres jeunes. Il est vrai que pour être apôtre auprès des jeunes, en fait, quand on est jeune, le courant passe mieux. C'est un témoignage éloquent et un témoignage vivant. Et la joie de croire que les étudiants d'ici peuvent manifester, c'est un moyen aussi de montrer que la lumière du Christ est toujours une réalité. Donc cette fête de la lumière, c'est une manière de rendre compte de cette espérance qui nous habite aujourd'hui. Les festivités se poursuivent à Notre-Dame de Paris. Après leur traversée de Paris et leur installation que vous avez pu suivre sur notre antenne, les 8 cloches et le bourdon Marie ont été bénis samedi. Le bourdon, un ouvrage de plus de 6 tonnes de cuivre et d'étain, a retenti sous les coups de sa marraine, son Altesse royale Maria Theresa, grande-duchesse de Luxembourg. Au premier rang, bien attentifs, les enfants étaient les invités spéciaux de cette célébration. Pour les plus jeunes d'entre eux, le matin, un rallye dans Paris a même été proposé. L'occasion de redécouvrir la vie des grands saints parisiens et le patrimoine religieux de la capitale. Ils se sont ensuite retrouvés autour du cardinal André XXIII pour assister à la bénédiction de l'ensemble du nouveau carillon. Il est 8h30 à l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris. Près de 300 enfants ont envahi la nef pour un rallye découverte. C'est le seul de Paris. Il n'en reste plus. Tous les autres ont été détruits. De l'histoire de Sainte-Geneviève à l'église Saint-Julien-le-Pauvre confiée à la communauté grecque melkite, les enfants ont fait le temps d'une matinée un retour vers le passé, avec comme point d'orgue l'arrivée à Notre-Dame pour la bénédiction des cloches. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Les cloches étaient sacrées et que ça allait être l'évêque qui allait les bénir.
Maintenant est arrivé à Notre-Dame, donc ça c'est vraiment le but du parcours, la cathédrale, leur cathédrale, dans laquelle je pense que chaque enfant de Paris, même chaque baptisé parisien, ça devrait être sa maison et il devrait pouvoir y venir régulièrement. Les enfants ont été accueillis par le cardinal André XXIII. Tous étaient aux premières loges pour assister à la bénédiction des 8 nouvelles cloches. Rose et Jéroen, quel nom voulez-vous donner à cette cloche ? Étienne! Qu'Étienne chante désormais pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Des cloches qui seront installées dans les tours le 25 février prochain, mais que les Parisiens et les touristes, carême oblige, ne pourront entendre que lors des premières vêpres de la solennité des rameaux. Cela fait du bruit en Suisse. Monseigneur Charles Moreiro, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a publié un décret sur l'usage des églises par d'autres que les prêtres catholiques. Conséquence, interdiction est faite aux prêtres de la Fraternité Saint-Pédis d'utiliser les églises catholiques du diocèse. Monseigneur Moreiro s'est appuyé sur la lettre de Benoît XVI, datée du 10 mars 2009. On y lit noir sur blanc que les prêtres et évêques de cette fraternité n'exercent pas de ministère légitime dans l'Église. Pour autant, l'évêque souligne dans une mise au point, datée du 3 février, qu'il n'a pas perdu espoir dans le dialogue entre Rome et les lefévristes. En France, les catholiques arméniens ont appris cette semaine la nomination de leur nouvel évêque, Monseigneur Jean Thérouz, à la tête de l'éparchie Sainte-Croix. Jusqu'ici évêque au Liban, le voilà nommé par Benoît XVI à la tête de la communauté catholique arménienne de France. Il succède à Monseigneur Gabroyan, en place depuis 1986, à la tête de la communauté arménienne qui compte 30 000 fidèles en France. On écoute la première réaction de Monseigneur Thérouz. Vraiment, mon message ne peut être que ma devise du sacerdoce. Il faut que le Christ grandisse et que moi, je diminue. Avec vous, c'est-à-dire mes fidèles dispersés en France, fils et filles de la première nation chrétienne, nous travaillerons pour le royaume de Dieu. Avec vous, nous pourrons vivre la nouvelle évangélisation et ranimer la foi chrétienne dans nos familles et notre société. Je crois que je continuerai à entourer et aimer les âmes confiées à ma pauvre personne comme mes pères. Surtout les petits, les pauvres et les nécessiteux, à leur annoncer la sainte parole, à leur administrer les saints sacrements, à les accompagner dans leur cheminement spirituel pour être un jour ensemble au ciel. Toujours au chapitre des nominations, Monseigneur Michel Aupetit a été nommé évêque auxiliaire de Paris. Un homme dont la vocation s'est révélée tardivement. Il a été médecin pendant près de 10 ans avant de rejoindre le séminaire. Ce qui m'a marqué, c'est que je n'ai choisi aucune des missions qui m'ont été données et je pense que je n'aurais choisi aucune d'entre celles. Mais c'est bien parce que si j'avais dû choisir, je pense que j'aurais choisi ce que je croyais savoir faire. Et au fond, de m'occuper de jeunes, par exemple, à l'aumônerie, 3 lycées, 4 collèges, mais ça m'a fait découvrir tout un monde que je ne connaissais pas. Les jeunes, je les connaissais uniquement au travers des vaccins que je pouvais leur faire, donc c'est quand même assez limité. Après, curé, c'est une charge qui ressemble un peu à ce que je faisais avant, c'est-à-dire prendre soin des gens. Et puis, alors, vicaire général, ça, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Mais bon, l'important, c'est de prendre soin non plus, effectivement, de tout le peuple de Dieu, mais peut-être de ceux qui s'en occupent, c'est-à-dire leurs pasteurs, les prêtres. Et nous saluons la figure de Monseigneur Joseph Madec. L'évêque émérite de Fréjus-Toulon est mort à l'âge de 89 ans. C'est lui qui, dans un contexte peu porteur, avait fait le choix d'ouvrir le séminaire de la Castille dans le Var et commencer à appeler des communautés nouvelles. Originaire du Morbihan, il fut évêque de Fréjus-Toulon de 83 à 2000 et fut nommé en 2004 assistant religieux des Frères de Saint-Jean. Ses obsèques seront célébrées ce samedi 9 février à 18h à Toulon. Enfin, le temps du carême approche à grands pas. Pour une fois, votre ordinateur peut vous aider dans votre vie spirituelle. Allez donc faire un tour sur les sites internet animés par la communauté de l'Emmanuel, par les Dominicains de Lille ou encore celui des Carmes d'Échaud de la province de Paris. Vous y trouverez de quoi cheminer spirituellement pendant ces 40 jours. Et il n'est vraiment pas trop tard pour s'inscrire. Maintenant, il est temps d'écouter le regard décalé sur l'actualité du père Armogat. Avec plus d'1 milliard d'abonnés, le réseau de Facebook
est certainement le plus gros réseau social qui a jamais existé. Plus d'1 milliard de personnes connectées, mais qui font un usage très différent de cet instrument. Plusieurs études ont récemment été consacrées à ce phénomène, soulignant combien le fait d'avoir des amis, un peu, pas trop, et qui soient dispersés, qui ne soient pas physiquement présents, mais que l'on puisse atteindre, constitue la réponse à une demande dans un monde de personnes de plus en plus isolées, dans un monde de personnes de plus en plus dispersées. Mais il y a aussi une autre enquête récemment publiée dans le New York Times qui montre que près de la moitié des abonnés de Facebook, aux États-Unis du moins, prennent des temps de vacances, prennent des temps de retrait et s'arrêtent pendant quelques jours de communiquer avec les autres, comme s'il y avait besoin à la fois de se constituer une communauté et de ne pas en être le prisonnier. Alors, l'idée m'est venue que ça ne concerne pas seulement Facebook, mais tous nos moyens de communication, tous nos réseaux, à commencer par le téléphone portable. Et puisque nous allons prochainement entrer dans une période de carême, ce pourrait être une bonne occasion pour réfléchir l'usage que nous faisons de nos réseaux. Peut-être en suspendre provisoirement l'usage, ou du moins le réduire aux personnes qui ont le plus besoin de notre présence, pouvoir donner peut-être plus de temps aux jeunes, à la prière, au partage, et un peu moins de temps au clavardage et au bavardage. Dans vos kiosques et vos boîtes aux lettres cette semaine, vos hebdomadaires chrétiens dont voici les unes. Comme d'autres hebdomadaires ces derniers temps, Pèlerin tire à son tour la sonnette d'alarme sur l'état des hôpitaux en France. À l'intérieur, pas de classement des établissements à risque, mais la parole donnée à des soignants, ces personnes qui s'efforcent d'assurer leur mission dans un contexte bien difficile. Dans la vie, le domaine médical est aussi en une, avec dossier sur le cerveau et ses surprenantes capacités. L'hebdomadaire paraît alors que l'Université de Strasbourg vient d'ouvrir la première session du diplôme Médecine, Méditation et Neurosciences. L'hebdomadaire Famille chrétienne attire cette semaine notre attention sur les vertus de l'apprentissage. Dans son éditorial, Émeric Pourbet s'interroge sur les limites de l'égalité, celle qui a mené toute une classe d'âge jusqu'au bac en disqualifiant les filières alternatives comme celle de l'apprentissage, et dont le résultat a de quoi frémir, un quart des 15-24 ans est au chômage. Maintenant, place au dossier. Petroplus, Goodyear, PSA, Sanofi, Air France, Virgin, plus de 50 000 emplois sont menacés. Il y a aujourd'hui une réelle inquiétude en France devant les plans sociaux qui s'accumulent. Avec nous pour en parler, Philippe Louis, président de la CFTC, et Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin. Philippe Louis, comment la CFTC réagit-elle ? Alors, face à la situation, je pense qu'il faut essayer d'anticiper au maximum. Alors, il y a effectivement les entreprises qui sont en difficulté structurelle, où voilà, si les difficultés sont là, il n'y a plus grand-chose à faire, il faut restructurer l'entreprise. Mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté conjoncturelle. Et là, ce n'est pas du tout pareil, c'est normalement une mauvaise passe à passer. Alors la crise se terminera, on ne sait pas trop quand, mais il faut tenir bon. Et pour nous, il faut trouver le moyen de garder les salariés dans l'entreprise. Il faut que les entreprises trouvent le moyen de les garder. Alors pour ça, il y a tout un tas de choses. Il y a le chômage partiel. Et ça, bien sûr, on pousse pour que ce soit la première chose qui soit utilisée, pour que les salariés n'aient pas de perte de salaire, pour qu'on puisse passer ce cap. Et après, il y a les fameux accords, alors qui ont été revus un petit peu par l'accord du 11 janvier, oui. Les accords de maintien dans l'emploi. Et ces accords de maintien dans l'emploi, c'est tout simplement... Entre syndicats et patronat ? Voilà, tout à fait. Et les accords de maintien dans l'emploi, c'est tout simplement d'essayer d'adapter le temps de travail, voire peut-être effectivement les salaires, pour que on puisse passer ce cap et que l'entreprise, à ce moment-là, puisse, une fois que ça redémarre, puisse continuer. La crise est là, elle est bien là, et il y a des plans sociaux en nombre considérable. Aujourd'hui, on se focalise parce que précisément, il y a une situation politique un peu nouvelle qui a été créée avec le changement de président et cet accord du 11 janvier. Je pense qu'une partie des salariés vivaient sur l'espoir qu'avait fait naître l'élection de François Hollande et un certain nombre de promesses qui avaient été faites par ce candidat devenu président sur le thème
non au licenciement boursier, non au licenciement abusif. Et on voit que, j'allais dire, la réalité rattrape un peu ce gouvernement. Et aujourd'hui, ce qui a été présenté comme une grande victoire, c'est-à-dire cet accord du 11 janvier, en tout cas comme une grande nouveauté en France, est mal vécu par un certain nombre de salariés et aussi de syndicats. Cet accord du 11 janvier, en fait, oblige l'entreprise à être beaucoup plus transparente sur sa gestion, sur ses projets, pour qu'on puisse apprécier, sur l'information aux syndicats, pour apprécier cette situation. Il n'y a rien de pire à un licenciement boursier. C'est quoi? C'est un licenciement où l'entreprise va bien. À la limite, on cache aux salariés que ça va bien. Et pour faire un peu plus de profit, on licencie. Non, nous, on veut qu'il y ait une honnêteté qui s'installe, une loyauté. Donc il y a besoin d'un dialogue social pour ça. Il y a besoin d'un dialogue social. Donc ce dialogue social, là, on l'a cherché par cette information, on l'a cherché, et dans le texte, ça y est, il y a tout un tas de choses. Alors il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas tout à fait vraies, parce que soi-disant on donnerait des informations, on en enlèverait d'autres. Ce n'est pas du tout l'esprit du texte, c'est bien de rajouter des informations. Une fois que les organisations syndicales ont vraiment tous les tenants et les aboutissants économiques, faisons-leur confiance. Elles sont aussi capables de savoir s'il y a des efforts ou pas des efforts. Elles sont capables de savoir si, effectivement, il y a besoin d'avoir des licenciements, malheureusement. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, le principal, c'est d'accompagner toutes ces personnes qui vont se retrouver. Et le meilleur accompagnement, c'est quand elles sortent de l'entreprise, qu'elles puissent retrouver immédiatement un travail ailleurs. Donc, donc ça veut dire que si on vous écoute bien, il y a des licenciements qui sont obligés d'être faits, c'est inexorable. Vous êtes d'accord? Monsieur Louis a tout à fait raison. Un des grands problèmes sur ces plans sociaux, c'est deux choses. La capacité d'anticipation et la capacité d'association, j'allais dire, des syndicats et des salariés. Un autre problème afférent à l'association des syndicats, c'est à la fois leur faible représentativité dans les entreprises, un faible taux de syndicalisation et en même temps une énorme division syndicale. En fait, les syndicats sont d'accord sur à peu près rien sur la manière de faire du dialogue social. Vous êtes d'accord? Il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon de voir qui dit plus on s'opposera, c'est le rapport de force. Et c'est celui. Et il y a la façon que la CFTC emploie, c'est-à-dire la concertation, c'est la discussion. Alors effectivement, les salariés peuvent se retrouver à un moment écartelés en se disant... mais encore une fois, c'est une question de loyauté. Une fois que les salariés auront bien compris que les syndicats ne sont pas trompés, alors ils leur feront peut-être un peu plus confiance. Est-ce qu'il faut aussi... Alors c'est vrai que le taux de syndicalisation est bas. Mais il faut que les salariés se syndiquent. S'ils veulent peser sur les organisations syndicales, s'ils veulent être au courant de ce qui se passe, qu'ils se syndiquent. Quand on regarde tous ces chiffres, quand on voit ces pneus qui brûlent régulièrement à la télévision, quand on entend le fait qu'il n'y a pas assez de gens syndiqués en France, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas gentiment continuer de manière inexorable à voir les chiffres du chômage monter tant que la grande reprise économique n'est pas là en France ? Justement, en voyant et en essayant de mettre des accords de maintien dans l'emploi dans les entreprises, quand ça va mal, il faut anticiper. Il y a des crédits pour le chômage partiel. En Allemagne, c'est beaucoup plus répandu. En France, il y a un crédit, c'est utilisé à 10%. 10%, donc, et ce temps doit être mis à disposition pour la formation. On doit profiter des moments d'inactivité dans les entreprises pour former les salariés. Bon. Et à ce moment-là, ça ira peut-être mieux. On comprend bien que le dossier est encore chaud et on ne peut pas le refermer comme ça tout simplement. Merci messieurs pour cet échange et à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Vous pourrez nous retrouver la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Bonsoir.